Alors vous allez entendre, et on ne revient pas là-dessus, on a parlé de business model Canvas, donc de plan d'affaires de type BMC. On a parlé du plan d'affaires plus traditionnel qu'on envisageait. Bref, un plan d'affaires, c'est envisager, je le rappelle, 4 grands piliers. Mon projet, c'est quoi mon projet? Et on rappelle que le projet, c'est un porteur, c'est-à-dire vous, et un concept. Pour donner vie à ce projet, il faut une stratégie opérationnelle, une stratégie ressources humaines, une stratégie marketing et commerciale et une stratégie financière. Toutes ces étapes sont essentielles, se renvoient les unes des autres, et donc il est essentiel de pouvoir établir ces différentes stratégies. Alors pourquoi est-ce qu'on insiste encore plus particulièrement sur le plan d'affaires? C'est important aussi bien en personne physique qu'en personne morale, mais ça l'est encore d'autant plus en société parce que depuis la réforme de 2019 du Code des sociétés, des associations et des fondations, la loi impose maintenant un format très spécifique de plan d'affaires à la création d'une société. Donc, elle impose, donc la loi, le CSA impose un plan d'affaires qui est constitué évidemment d'un plan financier, ça reste le cœur de ce qui est nécessaire à constituer avant de créer sa société, mais aussi fait la part belle, la loi demande qu'on établisse quelles sont toutes nos sources de financement, donc à nouveau dans ce plan d'affaires. Ça peut être du financement par la banque, c'est du financement par les actionnaires, mais c'est du financement aussi par les fondateurs, c'est-à-dire vous allez donner du matériel à la société va vous racheter ce matériel-là, mais avec des conditions de paiement à 6 mois, 1 an ou à 5 ans, on peut être très créatif. Et donc, le fait de ne pas payer du matériel tout de suite, c'est une source de financement. Ça peut être lié aussi à des subsides qu'on reçoit. Ça peut être lié à du capital de tiers qu'on reçoit. Donc, il y a plein de possibilités de financement de son entreprise. Le bénéfice qu'on va laisser, qu'on est obligatoirement obligé de laisser les 3 premières années dans sa société, c'est aussi une source de financement. Plutôt que de faire sortir le bénéfice de ma société, je le laisse, ça constitue une source de financement. Donc ça, c'est vraiment comment est-ce que je finance mon entreprise. Deuxième aspect extrêmement important, c'est quoi les hypothèses de mon chiffre d'affaires. Là où précédemment, on ne demandait pas, tiens, comment est-ce que vous arrivez à un chiffre d'affaires de 100 000 euros, de 1 million, de 463 000 euros? Ici, on demande de travailler, de définir c'est quoi les hypothèses. Alors, en gros, ça va faire référence à la modélisation du chiffre d'affaires. On en reparlera dans la partie qui sera liée au pricing, à la stratégie de pricing dans votre activité. On reparlera un peu plus particulièrement des hypothèses de travail. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des hypothèses de construction du chiffre d'affaires? Tout simplement, comment est-ce que vous bâtissez sur une année votre chiffre d'affaires? Vous le bâtissez parce que vous vendez des heures, parce que vous vendez des produits, parce que vous vendez du service, parce que vous revendez du matériel. Bref, vous allez constituer du chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires va être générateur d'une marge, et cette marge sera suffisante ou non pour couvrir vos dépenses. Et donc, on peut aller très loin, c'est-à-dire si je vends des voitures, quelle est la marge moyenne que je veux faire ou que j'estime que je vais faire sur mes voitures? Combien de voitures je vais vendre par mois? Combien de voitures je vais vendre par semaine? Combien d'entretiens je risque de réaliser? Si je vends des produits, combien de produits par jour je dois vendre? Quel est le panier moyen de mon client? Combien d'heures de main-d'œuvre ou de journées de main-d'œuvre je dois vendre à un prix moyen donné? Bref, modéliser son chiffre d'affaires, c'est pas simplement avoir un chiffre, c'est de savoir comment on arrive à constituer opérationnellement ce chiffre. Par quelle vente, combien de clients dois-je toucher, combien je dois vendre en moyenne par typologie de clients. Donc, c'est un élément extrêmement fort du plan d'affaires. Beaucoup gardent secret leur projet, mais c'est la meilleure
c'est le meilleur moyen pour ne pas être challengé. C'est-à-dire que si vous avez un projet, parlez-en autour de vous. Parce que quand vous allez en parler, on va le challenger. On va vous dire, oui, mais tu as pensé à ça, oui, mais es-tu sûr, oui, mais as-tu pensé à ça? Et grâce à toutes ces remarques et à ce feedback, vous allez retravailler votre plan d'affaires. Vous allez peut-être faire dessiner un logo, puis on va vous critiquer là-dessus. Vous allez revenir. Et donc, c'est intéressant de bien parler, de montrer son plan d'affaires pour justement avoir du feedback dessus et le faire progresser en spirale de qualité. Je répète, quelle est la différence entre être en complémentaire ou être en principal? Vous ne le choisissez pas. Ça me fait faire une petite digression sur cet élément de qu'est-ce que c'est complémentaire vs principal. Être indépendant à titre complémentaire, ça veut simplement dire que j'ai un autre statut social de travailleur salarié avec minimum un contrat de 19 heures semaine. J'ai un statut de fonctionnaire avec un nombre de jours de fonctionnaire. J'ai un statut d'allocataire social, je perçois une allocation de chômage. Donc, quand vous êtes dans ces conditions, quand vous avez un autre statut social, si celui-ci est prédominant sur base d'un nombre de jours ou un nombre d'heures, alors vous êtes automatiquement un travailleur indépendant complémentaire. Si par contre vous avez un contrat de travail qui est de moins de 19 heures semaine, vous êtes automatiquement un travailleur à titre principal. Donc, qu'est-ce que ça veut simplement dire? J'entends souvent dire autour de moi, je vais me mettre indépendant complémentaire ou je vais prendre un registre de commerce après journée. C'est un abus de langage. Oui, aujourd'hui, vous avez un contrat de travail et vous êtes complémentaire. Demain, votre patron vous fout dehors. Ça veut dire aussi que l'inverse est vrai. Ça veut dire que vous pouvez passer automatiquement de complémentaire à indépendant principal. Donc, ceux qui disent je choisis d'être complémentaire, c'est pas juste. Vous ne le choisissez pas, puisque c'est pas vous qui vous auto-attribuez un salaire, un contrat de travailleur salarié. Donc demain, vous êtes chauffeur à la STIB, vous avez demandé à faire les nuits et pendant la journée, vous réparez des vélos, vous perdez votre emploi à la STIB, vous êtes toujours un travailleur indépendant, mais cette fois, vous passez un principal. Donc, c'est toujours un risque de se lancer comme entrepreneur, même à titre complémentaire, parce que si je perds mon emploi, je me retrouve avec une obligation. On a vu ça dans les responsabilités. J'ai une responsabilité de continuer mon activité. Donc, quand vous avez une activité, dites-vous bien, et si je perds mon travail, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire, ah ben, si je ne sais pas vivre de mon activité complémentaire, j'arrête. Ah ouais, sauf que ce n'est pas aussi simple d'arrêter. Parce qu'il faudra d'abord, on arrête par trimestre, le trimestre entamé est dû, et souvent ça aura été fait précédemment, c'est évidemment d'avoir un comptable. Vous n'êtes jamais obligé d'avoir un comptable, donc la loi n'impose pas d'avoir un comptable, mais on va dire c'est fortement conseillé. Vous voyez que dans toute cette procédure et dans tout ce jargon, c'est assez difficile de s'y retrouver. Donc on rappelle que dans une société, vous avez un organe de gestion. Cet organe de gestion s'appelait précédemment dans une SPRL le gérant ou le conseil de gérance. Si vous étiez plusieurs, maintenant vous êtes administrateur. Il y a des petites subtilités, je ne rentre pas dans ces détails-là. Vous avez souvent un administrateur ou des administrateurs en SCRL, tout comme en SA, sauf qu'en SA, on ne les appelle pas que administrateurs, ils font partie d'un organe qui s'appelle le conseil d'administration. Alors, avant, préalablement, on parlait d'une SPRL, Société privée à responsabilité limitée. Maintenant, on parle d'une société à responsabilité limitée. Depuis le CSA, ça a changé en bien, dans la mesure où c'est beaucoup plus facile. Et cette forme de société a comme caractéristique qu'elle ne possède pas de capital. Ça pourrait être une SA, les formalités sont un tout petit peu différentes. Je rentre dans un aspect un tout petit peu plus technique, comme ça, ce sera vraiment complet. Je vous ai dit, vous pouvez apporter des choses, des biens dans l'entreprise sous forme de capital, mais vous pourriez aussi décider que vous allez revendre, la personne physique va revendre sa berlingot à la nouvelle société et que la société va le payer. Dans ce cas-là, on ne parle plus d'apport en nature ou d'apport en numéraire, on va parler de quasi-apport. Et la grande nouveauté du CSA, c'est qu'auparavant, les quasi-apports étaient interdits dans les 3 ans.
Et donc, si vous vouliez apporter votre matériel, vous étiez obligé de l'apporter en nature, ça vous coûtait et en plus, vous n'étiez pas payé pour. Maintenant, les quasi-apports sont tolérés, ça veut dire que, je reprends l'exemple de ma coiffeuse, elle peut dire, j'évalue que tout le matériel que j'apporte à la société, sans passer par le réviseur, ça vaut 15 000 euros, je justifie ces 15 000 euros et la personne physique va faire une facture de vente à la société pourra payer en plusieurs fois cette facture. D'accord? Donc, important cette notion de quasi-apport où il n'y a plus de limitation maintenant dans le nouveau CSA, ce qui est une très bonne chose. Je rappelle aussi un élément important, comment ça fonctionne les cotisations sociales dans une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants. Vous avez deux grands choix, soit vous payez ce qu'on appelle des cotisations forfaitaires de démarrage, d'accord? Et ce sont des cotisations forfaitaires provisoires. Vous avez entendu parler de ces montants. La cotisation provisoire pour un indépendant complémentaire est à peu près de 80 euros par trimestre. Je pense que c'est 83 euros par trimestre, donc tous les 3 mois. C'est provisoire. Si vous êtes en activité principale, je pense qu'on monte à 672 euros par trimestre. Vous voyez que la différence est quand même importante. J'insiste sur le mot provisoire parce que les cotisations sociales sont toujours calculées en fonction de vos revenus. Le problème, c'est que vos revenus, l'État ne les connaît que 3 ans après. Effectivement, vous démarrez votre activité en 2020, vous gagnez de l'argent, vous les déclarez en 2021, vous avez souvent jusqu'à octobre pour les déclarer, et l'administration a 6 mois pour vous enrôler, donc vous êtes en 2022, et en 2022, s'il n'y a pas eu de contrôle, vous recevez votre avertissement extrait drôle en 2022, et ce n'est que à partir de 2023, alors parfois c'est en 2022, parfois c'est en 2023, qu'on va régulariser vos cotisations sociales de 2000 par rapport à ce que vous avez gagné en 2020. Régulariser, ça veut dire quoi? Imaginons un cas où on détermine que ce que vous auriez dû payer en 2020 en fonction de votre salaire réellement déclaré, c'est 2000 euros sur l'année. Et imaginons que vous n'avez payé qu'une provision de 83 euros 4 fois par an, puisque c'est tous les trimestres, vous vous retrouvez à verser 2000 euros moins 4 fois 83 euros, c'est-à-dire qu'il vous reste un solde de 1600 euros à payer, en plus des cotisations sociales qui seront dues à ce moment-là. Donc, méfiance, si vous êtes dirigeant d'entreprise, ne payez pas le provisoire, payez directement les cotisations calculées par le secrétariat social. Ça vous évitera des surprises 2-3 ans après. D'accord? Donc, attention à cette déconvenue. Et je sais que Sylvain a déjà eu des très lourdes mésaventures concernant les régularisations. Ça ne fait pas plaisir. Je confirme que ça ne fait pas plaisir. Et quand vous avez des régularisations, parce que là, on parle des cotisations sociales, mais il n'y a pas que les cotisations sociales qui fonctionnent comme ça. L'impôt des personnes physiques, l'impôt sur le revenu, fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire que si vous gagnez bien votre vie la première année et que vous avez payé des avances qui sont ridicules, eh bien, l'année d'après, on vous calcule combien vous auriez dû effectivement payer et on vous le réclame. Et ça peut donner des grosses mauvaises surprises. Et quand vous venez de vous prendre une grosse baffe avec une mauvaise surprise qui peut représenter, en tout cas pour moi, c'était plus de 10 000 euros la première baffe aux cotisations sociales, eh bien, une semaine après, vous recevez une deuxième lettre de l'impôt des personnes physiques qui vous dit: ah non, mais la première lettre, c'était juste les cotisations sociales. En fait, maintenant, tu vas aussi régulariser sur l'impôt sur le revenu et c'était à nouveau une dizaine de milliers d'euros. Donc, c'est une année où, si vous n'avez pas fait bien vos calculs, ben, vous avez une régularisation, vous devez sortir de votre poche 20 000 euros. Et 20 000 euros, ben, c'est pas simple. Exactement. Donc,
je pense que, Sylvain, le conseil qu'on peut donner, c'est calculer tout au plus juste. Faites vos calculs avec votre comptable pour éviter les super mauvaises surprises. D'accord? C'est un effet pervers, on peut en sortir. Je pense par exemple, et cette année est une bonne année d'illustration malheureusement, on est dans une année Covid, votre chiffre d'affaires a fondu et pourtant, s'il y a 2 ans vous avez fait une année extraordinaire, vous payez des cotisations sociales en 2021 sur base de ce que vous avez gagné il y a 2 ans. Et ça peut faire mal. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, le législateur a changé son fusil d'épaule. Auparavant, il vous était impossible de changer votre cotisation sociale. Maintenant, si des faits viennent démontrer que votre activité actuelle a subi de grosses modifications, par exemple crise sanitaire, alors vous avez le droit de modifier vos mensualités, vos primes trimestrielles à payer à la caisse d'assurance sociale. Donc c'est quelque chose de possible. À nouveau, dialoguez avec votre comptable, il vous donnera des solutions. Ne restez pas en faisant l'autruche en disant je ne sais pas payer mes cotisations sociales, je ne les paye pas. Dites-vous bien qu'en région wallonne, il y a un cabinet d'huissier qui est chargé de la saisie de tout ce qui concerne cotisation sociale. Donc maintenant, tous les secrétariats sociaux sont abonnés à des huissiers. Quand vous ne payez pas, c'est recta, vous recevez directement la visite d'un huissier, d'abord un avertissement, un deuxième, puis une lettre d'huissier. Ça va extrêmement vite. D'accord? Je rappelle que, basiquement, qu'est-ce qu'une responsabilité civile? Une responsabilité civile, c'est assurer un élément fortuit qui arrive et qui met en cause 3 éléments, qui met en relation 3 éléments. C'est d'abord, pour que sa responsabilité civile soit engagée, il faut une faute. Qu'est-ce qu'une faute? C'est on fait appel à la notion de bonus pater familia, c'est-à-dire le père de famille, le bon père de famille qu'aurait fait quelqu'un simplement de diligent, de raisonnablement diligent. Je prends un exemple. Est-ce que si je sais que demain il va geler et que je ne mets pas du sel sur mon trottoir, je suis responsable? Oui. Si demain on annonce une tempête et que je n'ai pas rentré mes parasols, est-ce que je suis responsable? Oui. Si je vois mon enseigne est mal fixée et qu'elle se détache demain parce qu'il y a du vent et qu'elle blesse quelqu'un, je suis responsable. Parce que quelqu'un de diligent aurait prévu et se serait aurait posé une action. D'accord? Ensuite, il faut un deuxième élément, c'est le dommage. Évidemment, j'ai beau ne pas avoir fait quelque chose de correct, est-ce que j'ai provoqué un dommage? Oui. Et puis, il faut un lien de causalité entre la faute et le dommage. Voilà, tout simplement. Mon parasol s'est envolé et il est venu se ficher dans la vitre d'une voiture. Ben, il y a un lien, il y a un dommage, c'est la vitre pétée, et il y a un lien, c'est que c'est le parasol qui est rentré dans la voiture. D'accord? Donc, la responsabilité civile, voilà, elle assure votre responsabilité civile d'un événement fortuit. C'est-à-dire, vous ne l'avez pas fait exprès. Et ce n'est pas de votre volonté. Ce n'est pas, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce n'est pas un cas de force majeure, à ne pas confondre avec le cas de force majeure.